Dans le cadre de la Journée internationale de la recherche clinique, l'AP-HP a décidé de vous présenter ce webinaire qui est un regard croisé sur l'engagement dans la recherche clinique. Donc, je suis Serge Bureau, je suis responsable du pôle promotion de la direction de la recherche clinique et de l'investigation et de l'innovation, de l'AP-HP, Assistance publique hôpitaux de Paris. Et je serai accompagné pour ce webinaire de Monsieur Jack Walsh, qui est représentant des usagers de l'AP. On dit aussi parfois représentant des patients, les usagers étant plus larges, puisqu'il y a tous les aidants, par exemple, et les familles. Du docteur Marion Strulu, qui est médecin dans le service d'immunohématologie pédiatrique de l'hôpital Robert Debré à la PHP, et du docteur Marie-Lucie Lopez-Sublet, du service de médecine interne de l'hôpital Avicenne à la PHP. Alors, puisque c'est un webinaire qui se veut grand public, il faut quand même rappeler ce qu'est l'assistance publique hôpitaux de Paris. C'est d'abord un centre hospitalo-universitaire qui couvre l'ensemble de la région parisienne. C'est le plus grand centre hospitalo-universitaire français. Il représente aussi le plus gros employeur d'Île-de-France, avec plus de 100 000 employés, en tout cas dans les hôpitaux de la PHP. Et puis, voilà, ça représente 10% du secteur hospitalier en France. 1,5 million de patients par an qui passent sur l'ensemble des services d'urgence du CHU et plus de 8 millions de patients qui sont admis dans nos hôpitaux. Puisqu'on parle de recherche, la PHP, c'est aussi le premier promoteur académique européen, c'est-à-dire la première entité académique, donc publique, qui est responsable, en tout cas, d'un certain nombre de recherches cliniques. Et donc, on comprend bien que la recherche et le soin sont indissociables. En tout cas, c'est comme ça dans les centres hospitalo-universitaires, globalement, en France. Alors, les chiffres un peu plus directs sur la recherche et l'innovation, c'est des chiffres clés qui sont en hausse. Donc, à la PHP, on a plus de 4500 études qui sont en cours. Il y a 2770 études qui sont à promotion AP, donc une gestion directe de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Ça représente, parce que avoir des recherches, c'est une chose, mais pour chercher, il nous faut la participation essentielle des patients. Et donc, ça représente un peu plus de 57 000 patients inclus dans les études à promotion AP. Et là, on parle d'inclusion France entière, puisque les études sont déployées un peu partout en France. Et quand même, sur ces 57 000, un peu plus de 30 000 inclusions directement à l'AP. Et ça, c'est juste pour une année. Alors, puisque la recherche, c'est bien sûr des patients qui participent et qui aident à avancer, en tout cas dans la recherche. La finalité de la recherche, c'est bien les publications scientifiques, c'est-à-dire la diffusion du savoir que l'on obtient en faisant de la recherche. Et donc, ça représente pour l'AP, par année, là aussi, un peu plus de 11 500 publications par an, 33% de la production scientifique française, en tout cas plus particulièrement la production de scientifiques en médecine, et 12% de la production scientifique française. C'est donc un acteur majeur, évidemment, de la recherche et de la production scientifique. Alors, on cherche, oui, mais on cherche quoi? Donc, je vous donne en tout cas les objectifs de la recherche en santé, et puis nos deux chercheurs qui parleront derrière l'exprimeront sans doute mieux. On va chercher à mieux comprendre l'organisme dans un certain nombre de cas de ces études. On va chercher à mieux comprendre des maladies ou des mécanismes. On va chercher à améliorer le soin, voilà, essentiellement, à améliorer l'organisation du soin, mais aussi globalement la prise en charge des patients. Et puis, on va chercher, bien sûr, des nouvelles thérapeutiques, des nouvelles approches, des nouveaux médicaments. Et puis, la recherche, c'est aussi l'accès à l'innovation en santé. Et là, on rentre dans le cadre notamment des dispositifs médicaux, de l'intelligence artificielle, et particulièrement l'intelligence artificielle pour les diagnostics. Voilà, c'est autant de champs sur lesquels on recherche. Et puis, alors, dans le cadre de la PHP, les domaines de recherche
Plus particulièrement, on recherche dans toutes les pathologies, on recherche évidemment sur les maladies rares, on recherche bien sûr sur le cancer, mais aussi les affections longue durée, le diabète par exemple, et puis finalement, globalement sur toutes les pathologies, on a des recherches en cours et nos médecins ne cessent de s'interroger en tout cas et d'essayer toujours d'avancer et d'avoir un cadre de soins meilleur. Alors, pour ça, donc, ils sont aidés par la DRC, qui est la Direction de la recherche clinique et de l'innovation. Cette diapositive, elle est pour expliquer qu'aujourd'hui, la recherche, c'est aussi beaucoup de professionnels, c'est-à-dire que la recherche est quelque chose de finalement complexe, et vous allez le voir parler quelques diapositives après. Mais voilà, c'est énormément de métiers. Aujourd'hui, la recherche clinique, c'est pas juste les médecins ou le personnel infirmier qui fait aussi de la recherche, par exemple, tout ce personnel paramédical, mais c'est aussi voilà, des assistants de recherche clinique, des biostatisticiens, des ingénieurs, etc. Et pour la DRC et de l'AP, ben, ça représente quand même un peu plus de 1200 personnes, alors personnels non médicaux et puis quelques personnels médicaux directement, 70 médecins. C'est 77% de femmes et un âge médian plutôt jeune de 34 ans. Alors, la recherche, puisque sur ma partie, en tout cas, qui va être plutôt la partie réglementaire de la recherche a en France un cadre très strict. Elle est régie par un certain nombre de lois. Donc, vous avez, je les ai mis ici, mais vous avez la loi qu'on appelle loi Jardet, qui date de 2012 et qui porte directement sur la recherche impliquant les personnes humaines, qui se traduit dans le Code de santé publique. On a deux règlements européens majeurs, l'un sur les médicaments et l'autre sur les dispositifs médicaux. Il y a une directive européenne qui s'appelle ICHE6 qui donne toutes les bonnes pratiques cliniques et on ne doit pas s'écarter de ces bonnes pratiques cliniques. C'est un peu comment bien faire de la recherche ou de la recherche de qualité en Europe. Il y a évidemment le règlement général sur la protection des données qui se décline en France aussi avec la loi informatique et liberté. Et puis, dans une moindre mesure, mais tout de même, il y a la loi de bioéthique qui a été revue en 2021, notamment pour tout ce qui va être accès aux échantillons biologiques. Ce cadre, il nécessite vous voyez, il est très important, mais il nécessite un contrôle. Ce contrôle est évalué, il est assuré par plusieurs biais. La première, c'est dans le cadre de la recherche académique, il y a une évaluation scientifique préalable dans le cadre de l'ensemble des études, et la plupart du temps par des jurys nationaux ou internationaux. C'est pour faire que cette recherche soit scientifiquement pertinente, en tout cas. On a les comités de protection des personnes, qui s'appellent aussi des CPP. Ces CPP sont composés à la fois de personnels médicaux, mais aussi d'un certain nombre de personnes de la société civile. Et ces comités de protection des personnes vont donner un avis éthique et puis vont surtout avoir un focus sur la protection du droit des participants. Et sans leur avis, sans leur avis favorable, on ne peut pas démarrer une recherche en France. De la même façon, on a l'Agence nationale de la sécurité du médicament, la NSM, qui va évaluer justement les aspects scientifiques de nos protocoles de recherche, qui va les autoriser, qui va les suivre et qui va surtout suivre la sécurité des patients et des participants dans ces protocoles et puis va suivre aussi la bonne réalisation. Et je parlais tout à l'heure de la norme européenne ICH, notamment avec des inspecteurs qui viennent très régulièrement, en tout cas à la PHP, pour vérifier et ailleurs pour vérifier que la recherche est menée conformément au texte réglementaire. Enfin, il y a la Commission nationale de l'informatique et liberté, la CNIL, qui, elle aussi, défend le droit des patients, et notamment sur l'accès aux données et la partie anonymat ou pseudonymisation des données. Enfin, ce contrôle est assuré directement par les promoteurs de la recherche, comme la PHP, par un contrôle qualité très fréquent de chacun des centres d'inclusion. C'est les assistants de recherche clinique donc, qui sont des professionnels de la qualité de la recherche qui vont dans chacun des centres pour s'assurer que partout, on fait bien. On a aussi une analyse bénéfice-risque qui est réalisée en continu par les équipes de pharmacovigilance. Elles sont bien en lien avec l'Agence de sécurité du médicament pour être certain qu'à aucun moment, la sécurité du participant ne risque d'être en jeu. Et puis, enfin, on a une évaluation en continu de la sécurité, là aussi, pour les recherches
les plus innovantes par des comités de surveillance indépendants. Donc là, c'est des spécialistes qui sont complètement indépendants du promoteur et qui reçoivent les données et qui vont discuter de ces données au fur et à mesure de la recherche pour s'assurer qu'on n'a aucun problème de sécurité. Alors, enfin, comment participer à une étude? Avec votre premier interlocuteur, c'est votre médecin. Voilà, il vous informera d'une recherche en cours et puis il vous proposera d'y participer. Dans certains cas, vous pouvez aussi recevoir, après un passage à l'hôpital, un courrier vous informant qu'une recherche possible va démarrer à partir de vos données. Donc, vous n'aurez rien à faire de particulier. Mais par contre, vous pouvez vous y opposer et il y a une procédure très simple pour dire: «Ben non, je ne souhaite pas que mes données soient utilisées pour cette recherche». Et puis enfin, vous pouvez solliciter directement votre médecin en lui disant: «Voilà, j'aimerais participer à la recherche, est-ce que vous en connaissez?» Et puis on a mis en place, à la PHP, un registre des essais cliniques. Donc ce registre des essais cliniques, en fait, se retrouve à, www.php registre des essais cliniques. Là, vous avez un peu plus de 1900 études en cours. Vous pouvez rechercher directement, ces études par pathologie. Vous pouvez rechercher par la proximité de votre domicile ou en tout cas d'un établissement, de santé proche de chez vous pour savoir si, dans le cadre de votre, pathologie ou de telle ou telle pathologie d'un proche, dans tel hôpital en France, il y a un essai clinique en cours et vous avez, à travers ce registre, à la fois la description, de la recherche, des informations sur, le protocole et puis un formulaire de contact qui vous permet, vous ou votre médecin traitant, de contacter directement, l'investigateur, coordonnateur de l'étude, donc c'est le scientifique qui dirige l'étude pour vous proposer comme, volontaire. Voilà et je vais passer la parole à Jack Walsh, donc le représentant des usagers de l'API. À vous, Jack. Oui, merci Serge. Bonjour à tous. Donc, je vais m'adresser à vous en tant que représentant des usagers, comme cela vient d'être dit. Et mon expérience est un petit peu diversifiée à la paix. Donc, je suis représentant des usagers en Seine-Saint-Denis, dans un hôpital de Seine-Saint-Denis. Je suis également membre du comité scientifique et éthique de l'entrepôt de données de santé, ce qui me donne une petite compétence en matière de recherche sur données. Donc, c'est à ce triple titre de représentant des usagers, de patients. J'ai moi-même participé à des recherches et donc ayant une petite compétence sur les données numériques que je m'adresse à vous ce soir. Il faut bien être conscient qu'il n'y a pas de qualité des soins sans recherche et inversement, c'est la recherche qui procure une amélioration constante de la qualité des soins et du parcours patient. Par le passé, des patients, ou peut-être vous-même qui nous écoutez, avez déjà contribué à la recherche médicale. Et donc, ceci a permis à la PHP d'assurer maintenant des soins de la plus haute qualité. Il faut bien voir cette succession de cadres temporels. Des patients se sont engagés dans le passé et ce qui a permis à la PHP d'augmenter maintenant la qualité de ces soins. Donc, accepter maintenant de participer à la recherche, c'est maintenir la qualité des soins, c'est prévoir une évolution vers le haut de la qualité des soins pour vous-même d'abord et puis ensuite pour vos proches, pour vos familles. Cet enchaînement est vertueux, indiscutablement, et il faut bien l'avoir en tête. Ce n'est pas une évidence toujours. Quand on nous demande à nous, patients, de participer à une recherche, un programme de recherche hospitalier ou un programme de recherche sur données, il faut bien se rendre compte qu'on travaille pour l'avenir. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est quelque chose comme une contribution directe ou un renvoi d'ascenseur ou des termes comme cela, mais il faut bien être conscient qu'il y a une relation entre la recherche et la qualité des soins.
Donc, c'est une question qui revient tout de suite, qui arrive tout de suite en tête quand on propose à un patient ou à ses aidants de participer à un programme de recherche. Est-ce que ma sécurité va être garantie tout au long du programme? La réponse est oui. Vous venez de l'entendre de la bouche de Serge Bureau. La recherche, en France et partout ailleurs, en Europe, est extrêmement contrôlée et encadrée. On ne peut pas, un médecin ne peut pas lancer une recherche comme ça. Il faut remplir un certain nombre de critères, entrer dans un cadre très contrôlé et encadré. Je le disais tout à l'heure, une partie de la recherche se fait sur données, à partir de données de santé. Et là aussi, l'accès aux données de santé n'est pas libre. D'abord, les données de santé ne sont pas dans le domaine public, elles sont regroupées et protégées, très fortement protégées, dans un entrepôt de données de santé. Il y a un entrepôt de données de santé à la PHP, il y en a d'autres, bien entendu, et heureusement, en France, mais la PHP dispose de son propre entrepôt de données de santé pour protéger les données que les médecins récoltent lors des visites des patients. La recherche implique toujours, à un moment donné, très souvent dès le début, un tête-à-tête avec le médecin. Le médecin, votre médecin, celui que vous rencontrez régulièrement quand vous allez à l'hôpital ou que vous rencontrez ponctuellement, peut vous proposer quelque chose, mais il y a toujours une explication. Donc, il y a toujours un tête-à-tête avec le médecin pour expliquer ce qu'est cette recherche, quels sont les buts visés et proposer une participation. Et on peut toujours dire non, toujours. Ça n'aura aucune répercussion sur la qualité des soins à venir. Ensuite, le patient, vous resterez toujours maître de l'utilisation de vos données de santé, celles qui sont donc protégées, regroupées dans l'entrepôt de données de santé. Vous en restez maître. On vous prévient toujours, vous êtes toujours informé et il y a toujours un consentement qui vous est demandé. Et surtout, le patient peut à tout moment décider de sortir d'un programme de recherche. Et l'entrée est difficile, mais la sortie est facile. Et ça garantit une liberté, parce que quelquefois, les programmes de recherche sont un peu longs et certains patients peuvent décider de s'en tenir là. Mais je le répète, il n'y aura pas de répercussions sur la qualité des soins que les hôpitaux vous dispensent. Alors, tout ce travail que nous faisons pour la recherche s'inclut naturellement dans un processus d'optimisation, hein. Il y a plusieurs projets qui sont en cours pour favoriser la participation des patients à la recherche. Il y a besoin de patients pour valoriser pour organiser des programmes de recherche. On a besoin des patients pour qu'ils consentent à l'utilisation de leurs données de santé. Donc, euh, trois axes actuellement sont en œuvre. Mieux reconnaître les patients qui participent à la recherche, mieux les informer et mieux impliquer les participants potentiels. Mieux reconnaître, c'est d'abord de valoriser la parole du patient qui s'engage dans la recherche. Il faut valoriser cette parole, recueillir l'expérience, en tenir compte pour la préparation de l'avenir et même pour la conduite du programme de recherche. Donc valoriser sa parole, en tenir compte et mieux reconnaître également, car dans la plupart des cas, un patient qui participe à la recherche est défrayé, c'est-à-dire qu'il y a des frais qui sont consentis pour venir, pour participer à ces travaux. Il y a une préoccupation constante de mieux organiser et améliorer le circuit de remboursement. Mieux informer, il y a beaucoup d'autres choses, mais j'essaye d'utiliser des directions qui sont illustratives. Mieux informer, c'est d'abord mettre plus de choses, mieux organisées à la disposition des patients ou de ceux qui se posent la question: est-ce que je vais participer, est-ce que je ne vais pas participer? Donc, comme le disait Serge Bureau tout à l'heure sur le volet recherche du portail patient de la PHP, on peut retrouver l'ensemble des documents relatifs à la recherche dès lors qu'un patient décide de s'engager. On va retrouver son consentement électronique, on va retrouver le protocole de la recherche, l'état d'avancement du projet et tous les indicateurs du projet. Donc, mieux informer en mettant à la disposition par voie numérique l'ensemble des documents de la recherche
Et surtout, et ça c'est assez récent, il a été décidé d'organiser un circuit spécifique pour informer les patients qui s'engagent dans un projet de recherche de l'état d'avancement du projet qu'ils ont choisi de soutenir. Donc, vous voyez une volonté d'aller vers le patient et de le tenir régulièrement informé et éventuellement de lui donner les moyens de poser des questions. Et mieux impliquer les patients dans la recherche, plus impliquer les patients dans la recherche. Et là, c'est un effort qui vient d'être lancé. Nous avons décidé, plutôt la PHP a décidé de transposer pour elle-même, c'est-à-dire pour vous, pour nous, pour les patients qui sont suivis à la PHP, des expériences qui ont été réussies ailleurs, c'est-à-dire d'intégrer des patients qui le souhaitent. Quand je dis patient, ça peut être représentant des usagers, ça peut être aidant, ça peut être patient partenaire ou toute autre forme d'implication. Donc, intégrer des patients dans l'élaboration des protocoles de recherche. C'est-à-dire, quand un médecin décide de lancer un protocole de recherche, une recherche, il établit un protocole, bien entendu, qui va être validé, qui va être examiné, mais il faut l'écrire, ce protocole. Donc, de plus en plus, on souhaite que des patients soient intégrés dans la rédaction des protocoles de recherche, que d'autres soient intégrés dans la relecture des protocoles de recherche. Donc, vous voyez, une application qu'on essaye de mettre le plus en amont possible pour tenir compte de la réaction des patients. Et puis, mieux impliquer, donc je parlais tout à l'heure de l'entrepôt de données de santé, hein, puisqu'il y a la recherche clinique, mais il y a également la recherche sur données. Et donc, il a été décidé d'ouvrir assez largement la participation des patients à l'utilisation des données de demande d'utilisation des données qui sont dans cet entrepôt. Et c'est ainsi qu'il y a des représentants des usagers, des patients partenaires qui sont dans les comités justement qui étudient toutes les demandes d'accès aux données de santé. Donc voilà quelques éléments qu'il était possible de porter à votre connaissance pour essayer de mieux illustrer comment la PHP implique les patients dans les différents programmes de recherche et comment nous, les patients, pouvons participer à l'amélioration, à l'optimisation continue des soins et des parcours de soins à la PHP. Je vais maintenant donner la parole au docteur Strulu qui va vous expliquer comment elle, à son niveau, organise un parcours de recherche avec les patients. Bonjour. Alors, donc je m'appelle Marion Strulu, je suis médecin hématologue pédiatre à l'hôpital Robert Debré. Donc, je travaille dans le service d'hématologie pédiatrique de l'hôpital Robert Debré. Et donc, je vais vous illustrer concrètement en quoi consiste la recherche dans notre pratique quotidienne en pédiatrie. Donc voilà, à quoi ressemble un service d'hématologie pédiatrique, juste pour vous brosser un petit peu le terrain. Donc on prend en charge des patients qui sont âgés de 0 à 17 ans, donc une grande tranche d'âge, accompagnés par leurs parents, pour des pathologies hématologiques graves qui peuvent être malignes, et donc les plus fréquentes sont les leucémies et puis les lymphomes, et non malignes, qui peuvent être quand même très graves, avec des défauts de fonctionnement de la moelle osseuse ou de production de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes. La plupart du temps, les patients arrivent dans notre service dans un contexte d'urgence. Il faut démarrer de façon assez rapide des traitements. Ces traitements sont lourds. Ils comprennent, dans un grand nombre de cas, de la chimiothérapie, de l'immunothérapie et parfois peuvent conduire à une greffe de moelle osseuse. Donc, juste pour vous dire à quoi ressemble notre service et notre pratique quotidienne, qui, comme ça, de premier abord, on peut vite se rendre compte que ça peut être difficile de présenter des projets de recherche clinique dans ce contexte, à la fois de gravité, de prise en charge d'enfants et de prise en charge relativement urgente avec des traitements lourds, comme je vous le dis. Et pourtant, c'est indispensable de le faire en pédiatrie et dans ces pathologies en particulier. Et je vais vous le montrer après. Comme vous l'a dit Jacques juste avant, ou Serge également, si on peut passer à la diapositive suivante,
la recherche, ça permet d'améliorer la qualité des soins et dans notre cas, la guérison des patients. Donc je vous l'illustre avec un exemple concret qui est la pathologie la plus fréquente qu'on prend en charge dans notre service, qui est la leucémie aiguë lymphoblastique B. Et donc avec ce petit schéma qui est présenté là sur le côté, qui vous montre, donc ça s'appelle des courbes de survie, donc le pourcentage de patients qui sont en vie après un temps donné qui est noté ici en abscisse, et le pourcentage de patients qui restent en vie en fonction des années de traitement. Et là, c'est un protocole américain, mais on a la même chose de façon au niveau européen, au niveau français. Donc on voit que dans les années 60, il y avait seulement 10% des patients qui arrivaient à guérir de leur leucémie, et qu'au fil des années ou des décennies, ce taux augmente pour arriver dans les années, les 10 dernières années, à des taux qui sont supérieurs à 90% de guérison. Et ça, tout ça, ces progrès au fil du temps se sont faits globalement grâce à des essais cliniques qui ont permis d'apporter soit des nouvelles modalités d'administration de chimiothérapie, soit des nouvelles molécules de chimiothérapie, puis d'immunothérapie. Voilà. Oui, il y a aussi d'autres choses qui ont fait qu'on a amélioré les taux de guérison des leucémies aiguës lymphoblastiques. Il y a les progrès de la greffe, de la biologie, les soins de support, etc. Mais globalement, tout ça a été structuré au sein de protocoles de recherche auxquels les patients ont participé. Donc aujourd'hui, on peut encore améliorer les choses et donc on a toujours besoin de la recherche clinique pour continuer à améliorer le pronostic des patients. Et donc, ça fait partie de notre quotidien de proposer aux patients de participer à cette recherche. Alors, je vais vous montrer comment ça se déroule en pratique. Donc, on a plusieurs modalités de participation à la recherche clinique. D'abord, une qui est assez connue, c'est l'utilisation de nouvelles molécules, d'innovation thérapeutique. Donc, ça, on l'utilise au sein d'essais qu'on appelle les essais de phase précoce ou de phase 1-2, où on va utiliser des nouvelles molécules, en tout cas, premièrement, administrées pour la première fois aux patients. Voilà, ça peut être dans des contextes de nouveaux diagnostics, plus fréquemment en cas de rechute. On a aussi des essais de phase 3. Les essais de phase 3, ça va être une comparaison d'une stratégie thérapeutique qu'on considère comme standard, comme la référence actuelle, par rapport à une nouvelle stratégie thérapeutique qui peut inclure un nouveau médicament, par exemple une nouvelle cure d'immunothérapie à la place d'une cure de chimiothérapie classique. Et puis, il y a des études qui ne vont pas impliquer l'administration de nouvelles molécules, mais la surveillance avec des examens biologiques ou radiologiques supplémentaires qui ne sont pas prévus à l'heure actuelle dans le schéma de traitement des patients, mais dont on pense qu'ils vont pouvoir améliorer le suivi, la détection d'une rechute, le suivi de la pathologie. Et puis, il y a des études qu'on dit non interventionnelles, par exemple, étudier la qualité de vie d'un patient qui reçoit tel ou tel traitement et voir qu'est-ce que ça a comme impact sur sa vie quotidienne. Voilà, donc ça, c'est un petit panorama des essais cliniques qu'on propose dans le service, qui sont proposés de façon, en règle générale, dans beaucoup de services. Et donc, je vais vous montrer dans la diapositive suivante. Voilà, par exemple, pour un patient aujourd'hui d'âge pédiatrique qui arrive avec une leucémie aiguë lymphoblastique B, donc l'exemple que je vous montrais avec les courbes de survie qui s'améliorent au fil du temps, on va lui proposer de participer à un essai clinique. Dans le premier temps, l'essai clinique, les parents et l'enfant vont consentir à ce que les données du patient soient collectées, les données cliniques et biologiques, pour qu'elles permettent d'être analysées, permettent de les analyser de façon globale avec l'ensemble des patients qui seront inclus dans ce protocole de traitement, pour pouvoir mieux définir cette pathologie, ses facteurs de risque, comment elle va évoluer dans le temps.
Donc il y a ce côté enregistrement des données et aussi participation au suivi d'un schéma thérapeutique qui sera défini par le protocole. Donc ce protocole, je vous le mets dessous même de façon très schématique, il comporte plusieurs cures de chimiothérapie qui se succèdent. Et puis à un moment du traitement, il va y avoir une question qui va être posée par le protocole, qui va être, dans le cas de ce patient-là, est-ce qu'il peut recevoir un traitement qu'on va dire un traitement de référence, ou alors un traitement qui va être le traitement qu'on dit expérimental, celui pour lequel on se pose la question de savoir si c'est pas mieux que ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire dans le cas de ce patient, une désescalade thérapeutique, donc moins de chimiothérapie que recevaient les patients jusqu'à présent. Le but étant, pour nos patients, d'essayer, qui ont un très bon taux de guérison, chez certains patients qu'on aura bien identifiés, d'aller alléger le traitement pour diminuer le risque de séquelles sur le long terme. Donc, si les patients, à ce moment-là, on leur repropose de consentir ou pas à cette randomisation, c'est-à-dire cette décision entre deux bras de traitement, qui n'est ni de notre fait ni de leur, eux, ils acceptent de participer à cela, mais ce n'est pas nous qui allons décider dans quel bras de traitement ils seront. Et ensuite, au fil, quel que soit le bras de randomisation dans lequel ils seront traités, on enregistrera tous les événements médicaux qui se surviendront pendant les 5 ans à venir. Donc voilà un exemple de comment on participe à un essai thérapeutique dans un service d'hématologie pédiatrique. Tout ça pour vous dire, une diapositive suivante, que la recherche clinique dans notre service, mais de façon plus générale en hématologie, en oncologie et pas seulement en pédiatrie, va être une étape du progrès médical. Parce que comme vous l'avez vu, on va permettre au fil du temps d'améliorer les prises en charge thérapeutiques en proposant des innovations thérapeutiques qui peuvent passer par des médicaments nouveaux ou alors par des stratégies qu'on va penser être plus efficaces. À chaque fois, les questions qui sont posées, on va essayer toujours d'améliorer les soins par rapport à ce qui était proposé précédemment, sans faire prendre de risques aux patients, comme on vous a expliqué. Tout ça est contrôlé par les autorités de santé, mais il y a aussi une réflexion médicale derrière et qui va être validée par d'autres instances de régulation scientifique. À l'échelle individuelle, on espère toujours avoir un bénéfice pour le patient. Il y a le bénéfice d'avoir, par exemple, un nouveau médicament, avoir une efficacité thérapeutique avec ce nouveau médicament, mais aussi, au sein d'un essai clinique, on sait que globalement, il va y avoir une surveillance stricte qui va être demandée par le protocole et qui va forcément bénéficier aux patients parce que le cadre le cadre de suivi sera plus strict qu'hors essai. Et puis l'autre bénéfice, c'est un bénéfice collectif, c'est d'améliorer globalement les connaissances sur les cancers de l'enfance qui me concerne de façon voilà, plus générale, d'améliorer les connaissances médicales. Voilà, donc la recherche clinique, c'est une étape indispensable dans le progrès médical, y compris en pédiatrie, parce qu'on ne peut pas extrapoler les connaissances qu'on connaît de l'adulte, même si certaines on les extrapole à l'enfant. Et les enfants participent aussi à la recherche clinique et ça leur bénéficie, comme vous avez pu le voir. Bonjour à tous. Donc, je suis censée donc clore ce webinaire et je tenais absolument à remercier l'invitation qui m'a été faite pour cette initiative de l'assistance publique que je trouve très bonne parce que ça permet d'échanger, discuter et partager tout simplement des idées et surtout une thématique qui est importante, qui est la recherche, qui me tient à cœur. Je suis interniste, je travaille à l'hôpital Avicenne et je m'intéresse particulièrement à l'hypertension artérielle. Et donc, je vais traiter avec vous en quelques minutes quelques questions que peut-être vous vous posez à propos de la recherche et vous apporter mon regard en tant que médecin, en tant que clinicien,
mais également un clinicien qui s'intéresse à la recherche. Donc, vous pouvez très bien vous dire, après tout, finalement, à quoi sert la recherche? Je pense que l'ensemble des orateurs qui viennent de faire leur présentation ont répondu. Et j'espère que vous êtes convaincus que c'est pour mieux comprendre et mieux traiter une maladie. Et qui dit ça, dit effectivement qualité des soins et dit qualité de recherche. Alors, il existe beaucoup de types de recherche, et ça a été rappelé tout au départ. Il y a ce qu'on appelle la recherche clinique, la recherche translationnelle ou encore les cohortes. Je n'ai pas prétention, parce qu'il nous reste peu de temps, à détailler tous ces types de recherche, mais je voulais surtout qu'on garde en tête la clinique, qui est tout simplement l'ensemble des études scientifiques réalisées sur la personne humaine, parce que c'est celle dont je m'intéresse, c'est la plus fréquente et c'est celle que peut-être vous connaissez un peu de façon directe. Alors, la question tout de suite après, c'est une fois qu'on a parlé de recherche, c'est qui peut participer à la recherche? Et je voudrais vous dire que tout le monde, dans un cadre réglementaire, bien sûr, strict, tout le monde peut participer. Hommes, femmes, femmes enceintes, enfants, personnes âgées. Et vous venez de le voir avec ma collègue qui vous a parlé justement du patient pédiatrique, qui est quand même une recherche très particulière. Et s'engager en pro de la recherche, pour moi, n'est pas qu'une affaire des médecins ou des scientifiques. C'est vraiment une affaire de tout le monde, puisque tout le monde a intérêt à que la prise en charge d'une maladie, que la prise en charge des patients soit la meilleure, et que donc s'engager, c'est améliorer tous ensemble cette prise en charge. Et en particulier, je vous en parlerai quelques minutes, sur la recherche des femmes enceintes. Il se trouve que dans mon projet de travail de recherche, effectivement, je mène quelques investigations, toujours de recherche clinique, chez les femmes enceintes. Et je voudrais vous situer le contexte pour que vous voyez comment cette démarche naît et pourquoi s'intéresser finalement à cette population particulière, alors que moi, je m'intéresse à une maladie qui touche 17 millions de Français, qui est l'hypertension artérielle, c'est-à-dire la première maladie chronique et risque cardiovasculaire en France et dans le monde. Donc, c'est une pathologie fréquente, chronique, que peut-être certains d'entre vous connaissent, aussi bien parce que quelqu'un de votre entourage l'a, ou bien vous-même. Et donc, il s'agit du premier motif de consultation en médecine générale. Donc, ça veut dire qu'une grande partie de la communauté médicale est impliquée dans cette pathologie. Un adulte sur 3 est hypertendu donc en France et un hypertendu sur 2 est traité. Donc, vous voyez bien que c'est un véritable problème de santé publique et qu'il faut effectivement faire avancer la prise en charge des patients hypertendus et en particulier la recherche. Il se trouve que, comme vous voyez dans cette diapositive où il y a un diagramme, il y a un graphique, l'hypertension artérielle est la deuxième cause directe des décès chez les femmes enceintes et la première cause des morbi-mortalité materno-fétale. C'est-à-dire que non seulement elle est fréquente chez l'adulte tout venu, tout confondu, mais également pour la femme enceinte. Et vous comprendrez aisément que une fois que ça touche non seulement une femme, mais aussi les enfants, et bien cette pathologie devient une particularité importante en médecine et une nécessité impérieuse de traiter ces patientes et d'améliorer leur prise en charge. Et améliorer leur prise en charge veut dire faire également de la recherche. Mais il se trouve que la recherche chez la femme enceinte est très compliquée et très difficile, comme celle de la pédiatrie, comme finalement toute la recherche en France. Pourquoi? Parce que, heureusement, elle est très encadrée et qu'il y a beaucoup de réglementations à ce sujet. Donc, vous avez ici un exemple, donc ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail de mon protocole, de ce protocole que je mène à bien à côté de mes collègues, que ce soit mon chef de service, Robin Dott, que ce soit le chef de service de la maternité de Jean Verbier, le professeur
Lionel Carbillon, mais également d'autres collègues des laboratoires comme Erwan Guyot, ou bien l'encadrement des LURC qui mène à bien avec moi cette étude, le professeur Vico. Tous ensemble, on s'est posé des questions sur comment prédire l'évolutivité une fois qu'une femme a une hypertension artérielle pendant la grossesse, comment évaluer l'évolutivité vers des formes graves de cette hypertension artérielle. Pourquoi? Parce que, évidemment, ça va en pâtir sur la prise en charge tout le long de la grossesse de ces femmes, mais également, ça va leur imposer une surveillance particulière, une hospitalisation prolongée parfois, et bien évidemment, des risques non seulement avant, pendant la grossesse, mais aussi, on sait aujourd'hui que l'hypertension artérielle de la grossesse peut conduire également à des complications à moyen et long terme dans la vie d'une femme et aussi dans la vie d'un enfant d'une femme hypertendue. Pour toutes ces raisons, nous avons établi ce projet, ce protocole qui m'a quand même demandé presque 7 à 8 ans d'années de conception de l'étude. C'est-à-dire que pour pouvoir mener à bien, pour pouvoir avoir les accords qu'on vient de vous exposer très rapidement lors de ce webinaire, ben, il en a fallu passer par beaucoup d'étapes et enfin pouvoir avoir la possibilité de mener à bien l'étude en cours. Et donc, s'intéresser également à la santé des femmes, puisque c'est aujourd'hui un point qui intéresse beaucoup la communauté médicale internationale, mais également, bien sûr, la France. Et on s'est rendu compte qu'il existe beaucoup d'obstacles, mais aussi beaucoup de solutions pour s'intéresser à la recherche chez la femme, à la prise en charge chez la femme. Et cette étude, qui est un exemple parmi d'autres, explique bien qu'il existe malheureusement une sous-représentation des femmes dans les essais cliniques. Et en effet, historiquement, les femmes en âge de procréer, et en particulier pendant l'allaitement aussi, sont exclues des recherches cliniques ainsi que les femmes âgées. Et ça, c'est effectivement dû à l'accès à l'information, aux effets indésirables des traitements, à beaucoup de barrières clinico-éthiques entre tout ce qui peut se faire pour la femme et pour le fœtus, au développement des comités d'experts materno-fétals qui sont parfois peu développés, des différences des réponses physiologiques et des doses uniques à des médicaments, mais également aussi à des aspects logistiques d'accès aux centres de recherche. Et une question très pragmatique serait de dire que si une femme participe à la recherche, qui garde les enfants pendant ce temps-là? Et c'est véritablement des questions qui paraissent très basiques, mais c'est aujourd'hui parfois des obstacles qu'il faut donc arriver à donner des solutions. Donc, vous avez compris avec cet exemple que consacrer du temps à une activité de recherche clinique est possible, mais il faut trouver ce temps. Et l'assistance publique a mis récemment la possibilité d'accélérer, de simplifier, de renforcer les dispositifs pour faire de la recherche et créer des postes pour des médecins, comme c'est mon cas, et leur libérer des temps afin de pouvoir consacrer un peu plus de temps à la recherche. L'année dernière, il y a eu quelques postes qui ont été donnés auxquels j'ai pu accéder. Et avoir de temps à la recherche signifie aujourd'hui pour moi devoir confier des patients à d'autres collègues ou organiser mon temps de travail, choses qui ne sont pas simples. Mais néanmoins, ça me donne la possibilité de m'investir à des protocoles, notamment celui qui est en cours pour moi, mais d'accompagner également les patients et organiser avec tous les acteurs la recherche, mais documenter, ce qui ne paraît pas quelque chose de difficile, mais il faut avoir du temps pour le faire. Et il me reste à faire encore beaucoup de choses. Il me reste encore du temps et la possibilité de trouver des moyens financiers pour payer, en l'occurrence pour mon étude, des réactifs, des analyses biologiques, ouvrir d'autres centres d'inclusion, d'analyser des bases de données pour pouvoir amener à bien les hypothèses diagnostiques, avoir des moyens humains, financiers, garantir la sécurité des patients,
avoir d'autres aides pour présenter nos travaux au comité d'éthique et mobiliser bien sûr le personnel hospitalier qui est aussi très sollicité pour les soins autour du protocole, et puis de convaincre les patients et leurs familles de participer, ce qui est pour moi aujourd'hui la phase clé de pouvoir avancer dans la recherche, soigner et convaincre les patients et les familles d'y participer. Et donc, pour finir, voici un lien d'une courte vidéo qui pourra peut-être vous aider à mieux comprendre l'importance de participer à la recherche et d'écarter peut-être une éventuelle peur qui est parfois infondée de participer avec nous pour la recherche.